Bonjour à tous. Dans cette session, je vais vous expliquer ce que sont d'une part l'analyse du secteur, ce que les anglophones appellent Industry Analysis, et d'autre part l'analyse du marché. Analyse du marché que nous verrons est essentiellement une analyse de la concurrence. L'analyse du secteur tout d'abord. Alors, un secteur, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'entreprises, sociétés ou personnes physiques qui produisent un produit similaire ou un service similaire. Nous parlerons par exemple de l'industrie du spectacle, le secteur du spectacle, le secteur de la musique, le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, etc. C'est donc un ensemble relativement vaste et qui n'est pas limité géographiquement. L'analyse du secteur va donc constituer à faire un état des lieux de ce qui existe préalablement avant notre entrée dans ce secteur. Et là, c'est très important parce que c'est une des bases de la différenciation entre l'analyse du secteur et l'analyse du marché ou l'analyse de la concurrence. Analyse du secteur, donc, c'est un état des lieux de ce qui existe déjà. Et donc, nous allons nous poser une série de questions par rapport à ce secteur existant. Est-ce que, tout d'abord, ce secteur est accessible? Est-ce qu'il est réaliste de pénétrer dans ce secteur? Est-ce qu'il est réaliste de s'imaginer pouvoir avoir une place dans ce secteur d'activité? Deuxième question que nous allons nous poser est de savoir si, dans ce secteur global d'activité, il existe un lieu particulier, une situation particulière qui est susceptible d'innovation, c'est-à-dire susceptible de nous procurer une place intéressante dans ce secteur. Et la troisième question sera de se demander s'il y a dans ce secteur un moyen particulier de rentrer en évitant certaines barrières à l'entrée. Et donc, pour faire cette analyse, nous allons étudier l'environnement et les tendances, l'évolution du secteur. De même, par après, nous allons utiliser le fameux modèle de Porter, les 5 forces de Porter, pour vérifier les possibilités d'accès au secteur. Alors bien entendu, quand on parle d'étudier l'environnement et d'étudier les tendances qui existent dans cet environnement, nous pensons bien évidemment au PESTEL. Eh bien, c'est justement l'outil que nous allons utiliser pour vérifier les caractéristiques de cet environnement au niveau des caractéristiques politiques, économiques, sociétaires, technologiques, légales et environnementales. Les 5 forces de Porter, eh bien, comme nous le voyons sur le diaporama que vous avez à l'écran, nous allons vérifier s'il y a des barrages au niveau de substituts, s'il y a des barrages à l'entrée des nouveaux acteurs, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous empêcher de rentrer dans ce secteur. La troisième force va être la rivalité entre les entreprises existantes et enfin l'excès de pouvoir de fournisseurs ou l'excès de pouvoir de clients, c'est-à-dire une position dominante de fournisseurs et ensuite une position dominante éventuellement de certains clients.
Et un bon moyen d'analyser les forces de Porter, c'est d'utiliser une matrice comme je l'ai reprise à l'écran, qui reprend donc 5 lignes avec les 5 forces, qui reprend 3 colonnes avec le niveau de barrière correspondant à chacune de ces forces, à chacune de ces lignes. Et donc, nous allons classifier chacune de ces forces de Porter en voyant si le frein à l'entrée est faible, moyen ou important. La deuxième application du modèle de Porter, vous l'avez vu, la première se fait sous forme de matrice et nous allons évaluer le degré des barrières à l'entrée pour chacune des forces. La deuxième application va se faire sous forme de filtre. Et nous avons ici à l'écran ce qu'on appelle un filtre ouvert à différentes voies. C'est-à-dire que nous allons vérifier pour chacun des cadrans verts s'il existe une possibilité de passer. Et s'il existe sur un des 3 cadrans une possibilité de rentrer dans le secteur, eh bien, ça va nous être favorable et nous allons pouvoir rentrer. Nous faisons bien ici la différence entre un filtre ouvert sur différentes possibilités ou un filtre bloquant par possibilité. Nous avons vu dans l'analyse de faisabilité que nous avions affaire à des filtres bloquants, c'est-à-dire qu'il fallait que chacun des filtres soit ouvert pour nous permettre de passer. Quand on fait une analyse de faisabilité, nous allons vérifier les différents niveaux de faisabilité et chacun des niveaux de faisabilité doit être ouvert pour nous permettre de passer. Si un des niveaux de faisabilité est fermé, eh bien, il faut réétudier le dossier de manière à avoir ce niveau de faisabilité qui est ouvert. Ici, par contre, il suffit de trouver une voie d'entrée pour pouvoir l'utiliser. Le premier filtre va être de voir s'il existe un segment du secteur qui nous permet de diminuer les filtres à l'entrée. La deuxième barrière va être de voir s'il existe une position spécifique, c'est-à-dire si nous pouvons nous introduire comme acteurs sur une position spécifique afin de diminuer les barrières à l'entrée. Et troisièmement, est-ce qu'il existe éventuellement un certain business model, c'est-à-dire une façon d'attaquer le secteur qui va diminuer ces barrières à l'entrée. Et donc, si nous trouvons une possibilité sur ces 3 questions, nous allons pouvoir rentrer dans le marché. Si nous avons un blocage sur les 3 voies d'accès, eh bien, nous allons devoir bien évidemment renoncer. Voilà donc pour l'analyse du secteur, l'analyse de l'industrie. Nous reviendrons sur ce point dans le sujet suivant, dans la session suivante, lorsque je vous expliquerai l'écriture, la confection d'un business plan. Et nous verrons que l'analyse du secteur, bien souvent, se fait par cercle concentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, je veux m'attaquer au secteur de la restauration et que mon ambition est d'ouvrir un restaurant dans l'Ouest lyonnais, eh bien, mon analyse du secteur va se faire tout d'abord au niveau national, c'est-à-dire que je vais analyser ce qu'est actuellement le secteur de la restauration en France. Combien d'établissements,
comment sont répartis ces établissements, combien de restaurants gastronomiques, combien de restaurants bistronomiques, combien de brasseries, combien de fast-food, etc. J'étudie donc le secteur au niveau national, au niveau du territoire français. Je vais diminuer ensuite ma zone géographique et je pourrais faire très exactement la même analyse en me basant soit sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ou alors tout simplement sur le département du Rhône. Et ensuite, je vais pouvoir me concentrer sur la région lyonnaise ou par exemple la métropole lyonnaise. Et enfin, dernier cercle, je restreins encore mon étude et je vais me limiter à l'ouest lyonnais et je vais donc à ce moment-là sélectionner un ensemble de communes que je vais considérer comme ma zone d'achalandise, par exemple Écully, Darnilly, Limonest, etc. Nous clôturons maintenant cette partie de la session consacrée à l'analyse du secteur. Et donc, je répète encore une fois, l'analyse du secteur va être une analyse de ce qui existe jusqu'à présent, c'est-à-dire avant mon entrée en scène. Ce qui veut dire que mon analyse ne va pas tenir compte de mon projet particulier, de ce que je vais réellement faire et de comment je vais rentrer dans le secteur. Et nous allons maintenant faire la différence avec l'analyse de la concurrence ou encore l'analyse du marché, où là, je vais tenir compte de mon projet particulier. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais faire une analyse des concurrents en fonction de comment je vais rentrer sur le marché, en fonction de ce qu'est réellement mon projet à moi. Et là, je vais déterminer notamment quels sont mes concurrents en fonction de ce que moi je veux faire. Et bien évidemment, quand nous analysons la concurrence, nous allons analyser d'une part les concurrents directs, c'est-à-dire des entreprises qui offrent un produit similaire au mien, un service similaire au mien. Nous allons également tenir compte des concurrents indirects, c'est-à-dire des entreprises qui offrent quelque chose qui pourrait être un substitut à mon produit ou à mon service. Et enfin, troisième élément, nous allons essayer d'appréhender les possibles concurrents futurs. Alors là, déjà, un concurrent indirect, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons voir que tout dépend du point de vue. Reprenons le cas de mon restaurant que je veux ouvrir. Bon. Je veux ouvrir un restaurant à un certain endroit et je vais déterminer mes concurrents directs qui vont être les autres restaurants. Bon. Et éventuellement même, pour limiter mes concurrents directs, je vais prendre des concurrents qui offrent quelque chose de similaire à ce que je vais offrir. C'est-à-dire que si je veux ouvrir un restaurant gastronomique, je ne vais tenir compte que de la concurrence au niveau d'un restaurant gastronomique. Si je veux ouvrir une brasserie, je ne vais considérer que la concurrence au niveau des brasseries, ce qui veut dire que je vais très fortement restreindre mes possibles concurrents. Qu'en est-il maintenant des concurrents indirects? Dans les concurrents indirects, nous voyons déjà que les autres types de restaurants vont pouvoir rentrer en ligne de compte.
je veux ouvrir un restaurant gastronomique, mais il est possible que telle ou telle brasserie, tel ou tel restaurant bistronomique peuvent être considérés comme des concurrents indirects. Et là, maintenant, je vais partir du point de vue. Et le point de vue va être de déterminer qu'est-ce que j'offre réellement. C'est-à-dire à quel besoin répond le produit ou le service que j'offre. Et pour continuer dans notre exemple de restauration, si je considère que mon offre de restauration répond au besoin de s'alimenter, eh bien, en fonction de ce point de vue, mes concurrents indirects vont être le rayon traiteur éventuellement des supermarchés ou des hypermarchés dans la même zone. Ça va être également les traiteurs ayant pignon sur rue de cette zone. Ça va être les services de restauration à domicile, la livraison à domicile, ça va être les dark kitchen, etc. Et donc là, je vois que déjà, mon panel de concurrents indirects va augmenter très fortement. Et là, je n'ai considéré mon produit que répondant à un besoin qui est le besoin de s'alimenter. Voyons maintenant ce qui va se passer si je considère que mon restaurant ne répond pas uniquement aux besoins de s'alimenter, mais répond plutôt aux besoins de passer une bonne soirée, c'est-à-dire quelque chose plus axé sur l'expérience que nous vivons en allant au restaurant. Eh bien, si je considère que mon produit répond à ce besoin de passer un bon moment, de passer une bonne soirée, en couple, entre amis, en famille, quoi que ce soit, eh bien là, je vais voir que mes concurrents peuvent être beaucoup plus variés. J'ai envie de passer un bon moment avec des amis, j'ai envie de passer la soirée avec des amis, eh bien évidemment, je peux aller au restaurant. Et je peux choisir soit un gastronomique, soit un bistronomique, soit une brasserie ou encore un fast-food. Mais je peux parfaitement décider que pour passer ce bon moment avec mes amis, plutôt que d'aller au restaurant, eh je peux aller faire une partie de bowling. Et à ce moment-là, eh bien, les clubs de bowling vont devenir des concurrents indirects par rapport à mon restaurant. Et là, nous voyons que le panel des concurrents indirects peut s'étendre beaucoup plus et peut quasiment s'étendre à l'infini. Donc, tout est toujours question de point de vue. Alors, pour moi, un concurrent indirect, qu'est-ce que c'est? Eh bien, au sens le plus large, un concurrent indirect, c'est n'importe quelle entreprise qui pourrait m'enlever un client. C'est-à-dire n'importe quelle entreprise qui pourrait faire que mon client potentiel aille ailleurs, fasse quelque chose d'autre plutôt que de venir chez moi. Alors, comment mener à bien cette étude de la concurrence? Eh bien, nous allons tout simplement utiliser tous les moyens légaux qui sont à notre portée, qui sont à notre disposition. C'est-à-dire que, premièrement, nous allons visiter le quartier où nous désirons nous implanter. Nous allons faire du repérage sur le terrain. Ensuite, nous allons nous renseigner sur les différents acteurs. Nous allons consulter leur site internet, nous allons consulter des guides spécialisés, nous allons faire un tour sur TripAdvisor, nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux, nous allons nous documenter, nous allons lire des magazines, des livres, le guide Michelin, la presse locale,
S'il s'agit d'un produit qui est susceptible d'être présenté sur des foires et des salons, eh bien, nous allons visiter les foires et les salons. Nous allons utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible sur nos concurrents directs, sur nos concurrents indirects et éventuellement sur nos futurs concurrents potentiels. Alors, comment représenter cette analyse de la concurrence? Eh bien, une première représentation possible est une présentation sous forme de matrice, comme je vous le montre à l'écran. C'est-à-dire que nous allons sélectionner toute une série de comparateurs, le coût ou le prix, l'éventail de l'offre, le fait que l'offre puisse être plus ou moins à la carte, etc. C'est-à-dire toute une série de caractéristiques. Et dans les différentes colonnes, nous allons reprendre l'ensemble de nos concurrents. Et pour chacun des points que nous avons déterminés dans les lignes, eh bien, nous allons voir si la concurrence est forte, moyenne ou faible. Représentation graphique, donc, représentation sous forme de matrice qui nous donne une vue d'ensemble relativement intéressante pour l'ensemble de nos concurrents et pour toute une série de points de comparaison. Alors moi, ce que je conseille généralement, c'est d'utiliser une matrice telle que celle-ci dans notre présentation, dans le business plan, donc comme nous allons le voir dans la session suivante, et de compléter cette présentation sous forme de matrice par une représentation graphique plus visuelle. Alors la représentation graphique, elle peut se faire en fonction de différents critères. Généralement, une représentation graphique, pour qu'elle soit visuelle, nous allons utiliser tout simplement deux critères différents, l'un en abscisse et l'autre en ordonnée. C'est-à-dire que nous allons avoir un graphique à deux dimensions et un exemple pourrait avoir un axe, ici c'est l'axe des ordonnées qui va être représentatif du prix, du plus haut au plus bas, et un autre axe, dans ce cas-ci l'axe horizontal, l'axe des abscisses, qui peut être représentatif, par exemple, de la qualité. Et ça nous permet de nous représenter nous-mêmes et de représenter l'ensemble de nos concurrents en fonction du niveau de prix. C'est donc un positionnement haut, bas, au niveau de l'axe désordonné, au niveau de l'axe vertical, et un positionnement de gauche à droite au niveau de l'axe de la qualité. Ici, plutôt que d'être qualité, on a pris technologie basse, technologie haute, mais on peut considérer que pour un produit technologique, le niveau de technologie va être représentatif de la qualité. Quelque chose de relativement similaire, mais pour vous montrer que nous pouvons utiliser des critères différents, nous avons ici une représentation à nouveau à deux dimensions. Eh bien, l'axe horizontal va dépendre de la taille de l'entreprise, la taille du concurrent et notre taille. Et donc là, nous avons une représentation en fonction du prix et en fonction de la taille de l'entreprise. Troisième exemple, ici, par rapport à des eaux minérales, eh bien, nous voyons que nos deux axes peuvent être, d'une part, le prix et, d'autre part, la notion de bien-être.
Alors, dans le cas des eaux minérales, je pense que la notion de bien-être va être quand même relativement proche de la notion de qualité. Donc, nous sommes relativement proches du premier exemple où nous avons le niveau de prix en vertical, en ordonnée, et où nous avons le niveau de bien-être, le niveau de qualité sur l'axe horizontal. Et d'ailleurs, vous voyez que nous avons considéré le haut de gamme comme étant un produit avec un prix élevé et un niveau de qualité relativement élevé, hein, une impression de bien-être relativement élevée. Nous avons le milieu de peloton avec les entreprises qui sont plus ou moins au centre du graphique. Et nous avons d'autres marques qui, au niveau du bien-être, sont relativement équilibrées. Hein, ils sont plus ou moins au centre de l'axe horizontal et avec un prix relativement bas. Donc, nous allons positionner de cette façon-là l'ensemble de nos concurrents. Alors, l'inconvénient de tous ces graphiques, c'est que nous sommes toujours limités à une vision bidimensionnelle. Nous sommes limités à deux axes. Nous avons une représentation à deux dimensions, l'axe horizontal et l'axe vertical. C'est bien évidemment limitatif. Il existe des modèles où nous allons pouvoir introduire plus de deux axes. Et c'est mon exemple suivant qui est intéressant par rapport au nombre de critères que nous allons pouvoir utiliser. Ici, nous avons une étude sur 5 critères: le prix, l'éventail de la gamme, l'image auprès des clients, les parts de marché et la qualité. Et nous allons pouvoir, sur base de ces 5 critères, positionner les différents concurrents. Et là, vous remarquez que sur le graphique en question, nous positionnons 3 concurrents. Ce graphique a bien évidemment l'avantage de pouvoir être une représentation sur plus de 2 critères. Très intéressant. D'un autre côté, c'est bien évidemment beaucoup moins visuel que les graphiques à 2 dimensions. Voilà qui clôture cette session, qui clôture ce chapitre consacré à la fois à l'analyse du secteur d'une part et à l'analyse du marché d'autre part. Dans la prochaine session, nous allons aborder le business plan. Qu'est-ce qu'un business plan? Et nous allons voir comment tout ce que nous avons pu voir jusqu'à présent et tout ce que nous verrons encore dans les sessions ultérieures vont nous être utiles pour constituer notre business plan et vont s'imbriquer à l'intérieur des différentes sections du business plan. Rendez-vous donc pour ce prochain chapitre consacré au business plan dans notre session suivante, et ce sera donc le chapitre 6 de notre cours, de notre présentation.